Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, on va parler des différents capteurs sur les appareils photo et vidéo. Quand on commence la photo, on peut très rapidement se retrouver perdu avec tous les types de capteurs différents qui existent, sans trop savoir en fait à quoi ça correspond et ce que ça va changer sur nos images. Pour bien comprendre, on va retourner quelques décennies en arrière. Le film argentique 35 mm qui à la base est destiné pour le cinéma va commencer à être utilisé dans les années 1900 pour la photo dans un format 18-24, puis quelques années après dans un format 24-36. C'est ensuite le format qui est devenu le format de référence en photographie. Donc si tu as un petit peu de mal à te visualiser la chose, le film 35 mm donc fait en fait 35 mm de large avec les perforations comprises, et à la base dans le cinéma, il est utilisé en fait dans le sens vertical, donc en fait c'est le film qui défile dans ce sens, et en fait en photo on va l'utiliser dans l'autre sens. Et donc dans cette bande qui fera donc sur la largeur mais qu'on prendra dans le sens de la hauteur 35 mm, si on retire les perforations en fait il reste plus que 24 de hauteur. Donc on photographie dans un format 24/36. Avec l'arrivée du numérique, on a donc gardé la même taille pour nos capteurs, donc 24-36, et c'est devenu en fait la taille de référence qu'on a appelée plein format ou en anglais full frame. On peut également appeler ce format le 35 mm du coup en référence au film 35 mm qui fait la même taille. Et donc même si c'est la taille standard, en fait il en existe vraiment beaucoup d'autres. Et bien qu'il soit appelé le plein format, il y a un capteur qui est encore plus gros, c'est ce qu'on appelle le moyen format. Il reste cependant très cher et assez peu commun dans la photographie. Il y a également beaucoup de plus petits capteurs qui sont nommés dans l'ordre l'APS-C, le micro 4/3, et ensuite les autres qui sont appelés en fait avec leur taille en pouces. Tous ces petits capteurs qui font 1 pouce ou moins sont généralement utilisés pour nos smartphones, pour les compacts, pour les bridges et aussi pour les drones. Il y a ensuite les capteurs micro 4/3 qui sont déjà bien plus haut de gamme, qu'on retrouve généralement sur les appareils à optique interchangeables chez Olympus et Panasonic notamment. Avec les capteurs APS-C, on monte encore un petit peu plus en gamme, voire beaucoup plus, pour certains modèles. C'est une taille de capteur qui à l'heure actuelle englobe énormément de gamme, en fait ça va vraiment de l'entrée milieu de gamme jusqu'au très haut de gamme. En théorie, plus un capteur est grand et plus il sera haut de gamme et qualitatif, mais ça encore une fois c'est en théorie, et avec l'évolution de la technologie, c'est quelque chose qui devient pas forcément toujours vrai. Si on prend l'exemple de Fujifilm, ils n'ont pas de plein format, ils n'ont que en fait de l'APS-C, mais leur appareil est vraiment très haut de gamme. Par exemple si on prend le X2H, qui est vraiment un modèle très haut de gamme avec un capteur empilé, c'est vraiment un appareil qui est incroyable et pourtant ça reste un capteur APS-C. Ce qui va en fait être le plus important, c'est de savoir ce que va influer la taille de ton capteur sur ton image. Je vais donc maintenant t'énumérer toutes ces différences. La première différence, ça va être le zoom. Comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, la taille de capteur référence est le plein format, et ensuite plus on va avoir un capteur plus petit et plus on va zoomer dans l'image. Pour ne pas se perdre, on va donc utiliser un coefficient multiplicateur. Pour expliquer simplement, un 50 mm sur un plein format va représenter un 50 mm, alors que si on prend un APS-C de chez Fujifilm, et bien là il va être donc APS-C avec un coefficient multiplicateur de 1,5, on aura donc avec une focale de 50 mm un rendu de 75 mm. Je précise bien APS-C de chez Fuji, parce que les APS-C ont un coefficient multiplicateur de 1,5, sauf chez Canon, où là le coefficient multiplicateur de l'APS-C va être de 1,6. Pour un appareil à capteur micro 4/3, et bien comme le coefficient multiplicateur est de 2, on va se retrouver avec un 50 mm à avoir un équivalent 100 mm. J'en vois déjà certains me dire « Et tu peux utiliser le crop mode sur un plein format pour du coup passer à un format APS-C et zoomer plus dans ton image. » Alors oui certes tu peux le faire, mais la différence avec un APS-C c'est que tu vas perdre en qualité puisque vu que tu viens cropper dans ton image, tu viens en fait retirer une partie de ton image et donc tu vas perdre en définition. Alors qu'avec un APS-C, en fait, ton zoom est natif, c'est-à-dire que ton capteur est plus petit, tu zoomes donc plus dans l'image de façon native avec du coup une plus grande définition. Et alors ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est qu'un 50 mm sur un plein format et un 50 mm équivalent sur un capteur plus petit va donner le même zoom mais ne va pas donner le même rendu. On en vient donc à la deuxième différence qui est la profondeur de champ. Comme tu peux le voir sur ce schéma, plus un capteur est petit et plus il va zoomer dans l'image. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'en fait, le fait de plus zoomer dans l'image ne va pas changer la profondeur de champ dans ton image. Ça veut donc dire que plus tu vas zoomer dans ton image et plus ta profondeur de champ sera grande. C'est comme si en fait tu prenais une photo, ensuite tu découpais le centre de la photo, tu jettes le reste et tu gardes que le centre. Eh bien on est d'accord que dans cette image, ce sera exactement la même chose que quand l'image était plus grande, sauf que du coup tu ne gardes que le milieu. Donc la profondeur de champ va être la même
Mais du coup, à taille équivalente, eh bien, vu que ton cadrage est beaucoup plus serré, eh bien, en fait, proportionnellement, ta profondeur de champ est plus grande parce que ton image est plus petite. Et donc là, en fonction du point de vue, ça peut être un point positif comme un point négatif. Parce qu'il y en a certains, par exemple, qui voudront une profondeur de champ très faible pour avoir un flou d'arrière-plan très prononcé, et d'autres qui voudront juste avoir une zone de netteté en fait beaucoup plus grande. Donc ça dépend vraiment de ce que tu as envie d'avoir. Partant de ce principe, tu comprends bien que le rendu visuel est différent avec une focale équivalente qu'avec une focale native de plein format. La troisième différence, c'est donc la compression. Comme tu as pu le voir dans mes précédentes vidéos, si tu as un téléobjectif, tu auras beaucoup plus de compression et de flou d'arrière-plan qu'avec un objectif standard, voire qu'avec un grand angle. Si par exemple tu prends un 35 mm mais sur un appareil micro 4/3, eh bien tu vas te retrouver avec un rendu 70 mm, mais tu n'auras pour le coup pas le rendu visuel au niveau du flou d'arrière-plan et de la compression de l'arrière-plan encore, du 70 mm, mais plutôt en fait le rendu du 35 mm. C'est donc un point à ne surtout pas négliger si on est un grand fan des compressions bien prononcées. La quatrième différence, ça va être la sensibilité à la lumière. Pour faire simple, plus ton capteur est grand et plus les photosites de son capteur seront grands également. Les photosites, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait plein de petites cellules qui vont venir capter la lumière, et plus ces photosites sont grands, plus ils vont capter de lumière. Ça veut donc dire que plus un capteur est grand, et plus il sera lumineux. La cinquième différence, ça va être l'encombrement. Là, c'est logique, plus le capteur est petit, plus l'appareil est petit. Plus le capteur est petit, et plus l'objectif va être petit également. Et donc qui dit plus petit, plus léger, ce qui est donc plutôt cool si on a envie de se balader avec un setup le plus léger et le plus compact possible. Tu veux pas te laver un autre moment? Encore 10 minutes. Dans 10 minutes, tu te laves. S'il te plaît. Parce que j'entends tes... Avec ta langue là, rien à foutre. Généralement, les objectifs plus haut de gamme et donc plus qualitatifs sont réservés aux appareils plein format. Si on prend l'exemple de Sony, la gamme G-Master, qui est donc la gamme d'excellence des objectifs de Sony, n'existe pas pour les APS-C mais est uniquement dédiée au plein format. Il faudra donc se contenter de la gamme d'objectifs G qui est déjà tout de même excellente. Et enfin, la dernière différence, ça va être le prix. Encore une fois, la taille du capteur va avoir un impact sur le prix. Un appareil plein format sera plus cher qu'un appareil APS-C ou micro 4/3. Et ça va être la même chose pour les objectifs. Pas toujours, mais très souvent. Maintenant que tu connais toutes les différences, c'est à toi de te faire ton propre avis. Je ne vais pas te conseiller de prendre un plein format parce que c'est mieux, c'est vraiment à toi de voir en fonction de ta philosophie, de tes goûts et aussi de ton budget. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as des informations que tu aimerais ajouter, eh bien je t'invite à le faire également en commentaire. Et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important. Il y a ensuite les capteurs micro 4/3 qui sont notamment utilisés chez Olympus et chez Olympus. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que plus on zoome dans l'image, et non, c'est pas ça.